Latte. Christophe Ondelatte. Bonjour à tous. Une histoire avec accent aujourd'hui. Une affaire criminelle de 1953 dont le titre est déjà tout un programme. La lessiveuse de la mort. Et qui se déroule dans un décor assez rare, un petit village des Hautes-Pyrénées qui s'appelle Arreau. Une histoire que j'ai écrite à partir d'un livre signé par Jean-François Fourcade, Crime en Bigorre, publié à compte d'auteur. Et il est là, bien sûr, pour le débrief. Bonjour Jean-François Fourcade. Bonjour Monsieur Ondelatte. Vous êtes avocat honoraire, comme on dit. Vous avez été bâtonnier du barreau de Tarbes. Et là-bas, chez vous, on vous connaît sous votre surnom, Coup d'Hache. Et vous consacrez, au fond, votre retraite à collecter des histoires de votre région et à les raconter. Un grand merci, parce que c'est grâce à vous que je vais pouvoir raconter cette histoire aujourd'hui. La lessiveuse de la mort, réalisation de Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Cette histoire éclate un soir de février 1953 dans un village des Hautes-Pyrénées accroché à la montagne. Arreau, 900 habitants. On est à 700 mètres d'altitude. Il fait nuit, il a neigé, il fait un froid de gueux. Et regardez là, vous le voyez, le type qui court dans le sentier avec son béret enfoncé sur la tête? On dirait qu'il va à la gendarmerie. C'est maintenant que commence mon histoire. Quand il arrive en courant, essoufflé, les gendarmes le reconnaissent tout de suite. C'est Bikini, un ouvrier agricole italien, un ivrogne notoire. Eh bien, Bikini, qu'est-ce qui t'arrive? Il faut que vous veniez. Vite, il y a un type, il est en train de cuire dans la lessiveuse à fourraster. Un type qui cuit dans la lessiveuse de fourraster? Eh bien, dis donc, Bikini, t'aurais pas un peu forcé sur le gros rouge? Ah non, je jure, il y avait un pied qui dépassait la lessiveuse. Un pied? Assieds-toi, Bikini, va. Raconte-moi ça. Bikini s'assoit. Bikini, c'est pas son vrai nom, hein, mais tout le village l'appelle comme ça. Son vrai nom, c'est Bessigini, Angelo Bessigini. Et donc il raconte. Après son travail, il s'est arrêté chez son copain Jean Fourasté, le matelassier, l'ancien garde champêtre, viré pour cause d'ivrognerie. Il avait envie de boire un coup, comme tous les soirs, et pas que le soir. Je vous préviens, dans cette histoire, il y a des ivrognes à tous les étages. Donc il a sonné chez Fourasté, comme tous les soirs à la même heure. L'autre met un peu de temps à lui ouvrir. Attends, Bikini, je ne sais pas où j'ai fourré mes clés. Ah, les voilà. Il entre dans la cuisine. Il dit que la compagne de Fourasté est là, la veuve Lapierre, en train de découper un lapin. Et là, il sent une odeur terrible. Une odeur qui prend à la gorge, qui semble venir de la lessiveuse, dans la cheminée. Là-dessus, la veuve Lapierre lui propose de manger un bout de son lapin. Ça ne se refuse pas. Et là, d'un coup, dans le dos de la mère Lapierre, la lessiveuse se met à bouillir. Et le couvercle se soulève. Et c'est là que j'ai vu un pied humain, dans la marmite. Bon, les gendarmes n'y croient qu'à moitié. Ils connaissent les oiseaux, et Bikini et Fourasté, des ivrognaces. Comme tous ceux d'ailleurs qui passent chez Fourasté. Il héberge des gens en pension, tous comme lui, cramés du matin au soir. Donc cette histoire de pied qui flotte dans la lessiveuse, ils y croient moins qu'au code pénal. Mais ils y vont, avec Bikini, à pied. Bonsoir, Fourasté. On peut rentrer? Ils entrent. Oh, ils débutent. La table de la cuisine, on dirait un étal de boucher.
Il y a une hache, il y a des couteaux, il y a une scie, et il y a du sang qui a coulé sur le plancher. Et dans la cheminée, il y a bien une lessiveuse avec un gros couvercle qui laisse passer non pas un, mais 2 pieds. Et c'est pas fini, hein. Près de la cheminée, il y a une porte. Il l'ouvre. Il y a des morceaux de corps partout. Partout, posés dans la sciure. Ici, un tronc sanguinolent, et là, des bras, et là, des jambes. Bikini avait raison. On est chez les fous. Ils ont découpé un gonze en morceaux et ils l'ont mis à bouillir dans la lessiveuse. Mais qui ? Et il y en a partout. Partout, du sang, des bouts de chair. Dans la lessiveuse, il y a donc les 2 pieds, mais en dessous, on s'aperçoit qu'il y a la tête. Une horreur. À tel point qu'il faut 4-5 minutes aux gendarmes pour s'en remettre. Et naturellement, il se retourne vers Fourasté et sa veuve Lapierre, qui est sa maîtresse, en vérité. Et là, il réalise qu'ils ne vont rien pouvoir en tirer. Les 2 oiseaux sont ivres morts. Ils baragouinent 2 ou 3 gros mensonges. Moi, je sais pas ce que c'est. J'étais pas là. Je viens juste de rentrer. Mais grâce à Bikini, les gendarmes ont assez vite une idée de qui est en train de bouillir dans la lessiveuse. D'après Bikini, il s'agirait d'un certain Pierre Laran, un vieillard que Fourasté et sa maîtresse avaient en pension depuis 6 mois. Je crois qu'il avait dans les 78 ans ou quelque chose comme ça. Bravo, hein. Je les voyais tous les soirs. Et donc les gendarmes embarquent les 2 ivrognes et les mettent en cellule à décuver. Et ils appellent leur chef, à Toulouse. Dites-moi, capitaine, on a une drôle d'affaire par ici. Un corps découpé en morceaux et mis à cuire dans une lessiveuse. Ah, vous nous envoyez la 8e brigade mobile. Bon, très bien, on les attend. Et oui, l'affaire est un peu grosse pour les gendarmes du coin. Et la nouvelle, pensez-vous, fait le tour du village en moins de 2. Les gens ne connaissent pas le pensionnaire, Laran, mais tous connaissent Fourasté. Et d'ailleurs, ils ont un peu de mal à croire qu'il a pu faire ça. Bon, ça n'est pas un mauvais homme. Mais il boit. Hein? Vous voyez? Et ils la connaissent, elle aussi. La crasseuse, comme ils l'appellent. La veuve Lapierre. Ils la détestent. Lui n'aurait jamais fait ça s'il n'avait pas rencontré cette femme. Hein? Ça fait 5 ans qu'elle est là. Et depuis qu'elle est là, elle a fait fuir tout le monde. Tout le monde. Elle a coupé Fourasté du village. Il y en a même qui vont beaucoup plus loin. Vous savez quoi? Elle est veuve. Eh bien, renseignez-vous. Son mari, avant, il est mort d'une drôle de manière. Il paraît qu'elle l'a empoisonné. Mais si, vérifiez. Elle a même fait de la prison. Et c'est vrai qu'elle a fait de la prison pour captation d'héritage. Et c'est même l'une de ses codétenues qui lui a présenté Monsieur Laran, le mort en kit. Monsieur Laran qui venait de divorcer et qui cherchait, pauvre homme, une pension pour ses vieux jours. Nourri, logé, blanchi. Mais je vais trop vite. De toute façon, les 2 oiseaux viennent de finir de décuver, alors écoutons leurs explications. Le lendemain matin, les gendarmes vont d'abord chercher la veuve Lapierre. Et ils la ramènent sur place, dans la maison, au milieu de la barbaque, en se disant que ça va lui faire un choc. Et c'est ce qui se passe. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Fourasté est venu me voir le matin. Il m'a dit, viens voir ce que j'ai fait du vieux. J'y suis allé. Et là, j'ai vu le corps. Il était allongé sur le dos. Et là, il m'a dit, t'as vu? Maintenant, il ne nous embêtera plus. Et elle explique
explique après en quoi il les embêtait, le vieux Laran. Le mobile, quoi. D'après vous. Enfin, depuis le temps que je vous raconte des histoires, vous devriez savoir. Pour quelles raisons les gens se tutilent les uns les autres, le plus souvent? L'argent. Monsieur Laran avait de l'argent, un petit capital de 400 000 francs, et tous les trimestres, une jolie retraite de l'industrie de 14 000 francs. Le duo a commencé par mettre la main sur sa retraite, tous les mois, le prix de la pension complète. Et ensuite, la veuve Lapierre raconte qu'elle s'est mise dans l'idée de s'acheter une maison. Elle voulait quitter Fourasté, elle prétend qu'il la malmène. Et elle explique qu'elle a trouvé une maison à Auch pour 600 000 francs. Et que le vieux Laran, voyant qu'elle n'avait pas assez d'argent, lui a gentiment proposé d'acheter la maison à deux. Il a mis 250 000 francs sur la table. Et elle a oublié de le faire inscrire sur l'acte d'achat. C'est ballot, hein? Elle raconte que quand il s'en est aperçu, ça ne lui a pas plu du tout et qu'elle a été obligée de lui faire une reconnaissance de dette. C'était donc ça, le problème. Ils l'ont réglé, à leur manière d'ivrogne. Ils s'y sont mis à deux. Et donc la veuve Lapierre raconte comment ils ont procédé. Le matin par l'autobus, elle est allée à la pharmacie. « Bonjour madame, je voudrais 2 tubes de Gardénal, s'il vous plaît. »« Oui, bien sûr. » Le Gardénal est un barbiturique qui, à haute dose, fait un excellent poison. Donc au départ, ils envisagent d'empoisonner le vieux Laran. Et puis ensuite, elle va chez le quincaillier acheter de la soude caustique. Ça, c'est pour dissoudre le cadavre. C'était ça que ça sentait. Ça sentait la soude. Et elle a ramené tout ça à la maison. La veuve raconte que quand elle est rentrée, Laran était malade. Alors elle lui a fait 2 bonnes crêpes fourrées pour le requinquer, qu'elle a sans doute fourré au Gardénal. Elle dit le contraire, mais on a retrouvé un tube vide et l'autre entamé. Et le légiste a identifié de grandes quantités de Gardénal dans les viscères de Laran. Et la suite? Eh bien, c'est Fourasté qui la raconte, parce que c'est lui qui a tué Laran. Au début de son interrogatoire, il chicane un peu. Et puis il finit par dire qu'il a étouffé Laran dans son lit, le matin, vers 6 heures. J'ai pris le couvre-pied et je l'ai mis sur son visage. Et là, j'ai appuyé longtemps, hein, et il était mort. Et là, on comprend au passage que le brave Bikini, qui est allé jouer la vierge effarouchée chez les gendarmes, était au courant. Depuis le matin, il est passé vers 11 heures pour boire un coup, et Fourasté lui a dit qu'il avait tué Laran. Et donc il n'a pas découvert le meurtre le soir, comme il l'a dit, en voyant un pied bouillir dans la lessiveuse. Bikini a menti. Et du coup, le juge décide de l'inculper lui aussi, pour complicité. Sauf que le pauvre Bikini meurt avant la fin de l'enquête, de mort naturelle. Il ne sera donc pas présent au procès. Donc c'est Fourasté qui tue Laran. Et on se demande d'ailleurs pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il fait ça, lui? Parce que dans cette histoire, lui c'est le cocu. Ça ne lui rapporte rien de tuer le vieux Laran, au contraire. Maintenant que la Lapierre a effacé ses dettes, elle va partir s'installer à Auch, dans sa nouvelle maison, elle va l'abandonner. Il le sait pourtant, ça. Et d'ailleurs elle, la première chose qu'elle fait quand elle voit le cadavre, c'est de fouiller la poche de sa veste et de chipper la reconnaissance de dette. Et au passage, 14 000 francs en espèces et 6 bons de l'EDF pour une valeur de 55 000 francs. Donc pourquoi Fourasté tue-t-il Laran? Il n'y a pas de logique. Mais ne pas oublier dans ce dossier qu'on a affaire à des ivrognes.
Mais pourquoi diable l'ont-ils mis ensuite à bouillir dans la lessiveuse? Il y avait bien d'autres manières de se débarrasser de ce cadavre. On est en pleine montagne, il n'y avait qu'à le pousser, je ne sais pas moi, dans un trou. Non, ils le découpent en morceaux et ils le mettent à bouillir. Fourasté reconnaît que c'est lui qui a donné le premier coup de scie, la tête, et ensuite il l'a mise à bouillir dans la lessiveuse. Et elle dit qu'elle n'était pas là. Oh ben j'ai pas assisté à ça, hein. J'étais au premier étage, dans ma chambre. Mouais. Eh ben je vous jure, je suis descendu quand Fourasté m'a réclamé une chemise propre. La sienne était tachée de sang. N'empêche que d'après Bikini, ça ne l'a pas gêné juste après de déjeuner dans la cuisine, sur la table qui avait servi à la découpe, alors que la tête et les pieds étaient en train de bouillir dans la lessiveuse. Alors bien sûr, comme toujours dans ce genre d'affaires, on se demande si les deux zozos sont sains d'esprit. Il y a tellement d'irrationalité dans cette histoire. Fourasté qui tue Laran sans aucun mobile. Tous les deux qui mettent le corps à bouillir dans la soude sans aucune raison. Est-ce qu'ils sont fadas? On les donne à examiner à 2 médecins psychiatres. Conclusion, ils ne sont pas fadas. Donc, on va pouvoir les juger devant la cour d'assises. Et là, j'attire votre attention sur un point. Au bout de l'enquête, la préméditation ne fait aucun doute. Aucun. Et donc, ils encourent la peine de mort. L'enquête aurait conclu que c'était une bagarre entre ivrognes qui a dégénéré, ils s'en seraient sortis avec des travaux forcés. Ils auraient fini au bagne, à Cayenne. Mais là c'est un assassinat. Et en 1953, les assassins, on leur coupe la tête, sans état d'âme. Voici venue l'heure du procès. Procès qui a lieu l'année d'après, le 15 décembre 1954, devant la cour d'assises de Tarbes. Pour Le Coin, c'est une énorme affaire. On annonce plus de 20 journalistes, dont beaucoup venus de Paris. Et donc juste avant, on donne un coup de peinture dans la salle d'assises. Le jour de l'ouverture, il y a un monde fou, beaucoup plus que de place dans la salle. Beaucoup de gens restent dehors. Au milieu du prétoire, le président a fait déposer les armes du crime. La lessiveuse est là, la scie, la hache et les couteaux. Mesdames et messieurs, la cour, faites entrer les accusés, s'il vous plaît. Fourasté entre en premier, en complet gris, et la femme Lapierre arrive ensuite en manteau noir avec une écharpe rouge. Et le greffier se met à lire l'acte d'accusation. Dans le courant de 1952, la femme Lapierre réussit à attirer chez elle un vieillard de 77 ans, Laran Jean-Pierre. En sus de sa Et commence ce qu'on appelle l'interrogatoire de personnalité. On apprend que Fourasté a quitté l'école à 13 ans sans son certificat d'études, qu'il s'est marié en 1929 et qu'assez vite il s'est mis à boire. Le président lit une anecdote dans l'enquête de personnalité. Monsieur Fourasté, il est noté dans le rapport que lors de paris stupides, vous buviez de grands verres de sang et vous mangiez des grenouilles vivantes. Vous confirmez? Oui, je m'en souviens. Ça m'a valu d'être pris pour un anthropophage. Et après, Fourasté quitte sa femme pour la veuve Lapierre, qui a droit elle aussi à un petit résumé de sa vie. On raconte qu'elle a divorcé en 1922, qu'ensuite elle s'est prostituée et qu'elle s'est spécialisée dans le plumage des vieillards. Plusieurs de ses amants sont morts dans des conditions suspectes, mais on n'a jamais trouvé la preuve qu'elle les avait tués. Et puis on en vient aux faits. Et la surprise, Fourasté revient sur ses aveux. Il se met à accuser, ce qui est commode, le troisième larron, Bikini, qui est mort avant la fin de l'enquête.
C'est Bikini qui a tué. C'est lui qui a dépecé. Moi, j'ai fait que déplacer le cadavre. Sauf qu'à côté de lui, la femme Lapierre continue de l'accuser. Mais c'est un menteur. Et c'est un gros menteur. C'est lui qui l'a tué. C'est lui qui l'a découpé. Il m'a dit plusieurs fois, ce vieux m'embête, je vais le descendre. Il ment, monsieur le président. Il ment. Il ment peut-être, mais elle aussi. Elle se donne le beau rôle. Elle dit qu'elle a passé la matinée dans sa chambre et qu'elle n'a pas mis de gardénal dans les crêpes et que si elle a acheté de la soude caustique, c'était pour fabriquer du savon. On fait ensuite défiler 17 témoins, dont un psychiatre de Lannemezan, le docteur Bertrand, qui vient rappeler une chose essentielle dans ce dossier. Ce sont des ivrognes. Des ivrognes. Et puis on en arrive aux plaidoiries, en commençant par Maître Chartier, partie civile, pour les enfants du pauvre Pierre Laran. Par mon organe, Laran demande que justice soit faite, sans aucune atténuation quelconque. Il n'est pas concevable que l'on puisse excuser, d'une manière ou d'une autre, Fourasté et Lapierre. Suit la plaidoirie de l'avocat général d'Estouette, très attendue. C'est elle qui prépare. Et c'est lui qui exécute. Alors, il est toujours triste de requérir la mort, hein? Mais la pitié doit reculer devant l'horreur. Et donc, pour tous les deux, je requiers la peine capitale. Sans surprise. Là-dessus, le président suspend l'audience. Nous reprendrons à 2h30. L'audience est levée. La Cour. Voici maintenant la dernière ligne droite de ce procès, les plaidoiries des deux avocats de la défense. Et d'abord Maître Cosette, qui défend Fourasté. Mon client n'a pas tué Laran, puisque c'est elle qui l'empoisonne avec le gardénal, et que l'idée du dépeçage vient de Bikini. Soyez-en certains. Vous noterez que mon client n'avait aucun mobile pour tuer Laran. Aucun. Il n'en tire strictement aucun parti. En conséquence de quoi, je vous demande d'acquitter monsieur Fourasté. Le dernier à parler est l'avocat de la veuve Lapierre. Et ça n'est pas n'importe qui, il arrive tout droit de Paris. C'est un ténor du barreau, maître René Floriot. Avez-vous, mesdames et messieurs les jurés, la moindre certitude dans cette affaire? Avez-vous la certitude que ma cliente, madame Lapierre, a participé au meurtre, au dépeçage? Vous n'avez pas de certitude. Vous n'avez que des doutes. Et c'est l'honneur de cette institution que de faire bénéficier l'accusé du doute qui vous transperce de part en part. Ma cliente a certes participé au dépeçage du cadavre. C'est entendu. Mais ça n'en fait pas pour autant un assassin. Et il vous reviendra de définir une peine qui soit à la hauteur de ce qu'elle a fait, avec certitude. Et rien de plus. Les jurés se retirent pour délibérer à 17h58 et ils sont de retour avec le verdict 47 minutes plus tard. À la question, le meurtre a-t-il été commis avec préméditation? Les jurés, dans leur majorité, ont répondu non. En conséquence, les accusés sont condamnés aux travaux forcés à perpétuité. L'audience est close. Amenez les condamnés. Grâce au talent de leurs avocats, tous les deux ont sauvé leur tête. Voilà donc Jean-François Fourcade, je peux vous appeler Coudache à partir de maintenant. Coudache, ça me fait plaisir. Ça vous fait plaisir. Voilà donc Coudache que j'ai tiré de cette histoire, tiré de votre livre Crime en Bigorre, qui est édité à compte d'auteur. On le trouve sur Internet. Sur Internet, mais surtout chez mon éditeur, les éditions pyrénéennes à Bagnères de Bigorre.
les éditions Pyrénéennes à Bagnères de Bigorre. Alors j'aimerais bien savoir comment d'abord vous avez exhumé cette histoire. Est-ce que c'est parce que vous en aviez entendu parler, parce qu'elle courait le pays ? Alors, j'ai connu cette histoire de façon très précise parce que j'ai fréquenté Maître Cosette, l'avocat de Fourasté. Maître Cosette était avocat en même temps que moi, bien qu'il soit plus âgé. J'ai plaidé plusieurs fois contre Maître Cosette et il nous a raconté cette histoire de la lessiveuse d'Arreau, avec des anecdotes très Croustillantes, amusantes, ouais. dont une que je vais vous rappeler. Lorsque le juge d'instruction de Bagnères et le procureur de Bagnères se sont rendus sur les lieux et qu'ils ont constaté le cadavre, à un moment donné, le procureur a dit « j'ai une petite faim ». Et au-dessus des traces du corps, accroché à un bâton, il y avait les saucissons, comme on faisait à l'époque. Et le procureur a demandé à un gendarme de décrocher un saucisson. Et avec le juge d'instruction, devant le cadavre, ils ont cassé la croûte. Vous Mais- avez connu d'autres protagonistes de cette histoire ? Est-ce qu'il en existe encore ? Est-ce Alors- qu'il y a toujours des gens vivants ? Oui, en faisant mon enquête sur place, j'ai rencontré une dame qui habitait à côté de la gendarmerie, qui se trouvait à l'époque au centre du village, et qui m'a dit « J'étais dehors quand Bikini est parti en courant et qu'il criait « Ils ont tué un mec qui cuit dans la lessiveuse de Fourasté ». Et cette dame, je l'ai rencontrée, et elle m'a confirmé effectivement ce passage de l'affaire. Et donc vous retrouvez la totalité du dossier d'enquête aux archives départementales ? Alors effectivement, j'ai dû obtenir une dérogation puisque l'affaire ne remonte pas à plus de 75 ans. Donc il m'a fallu une dérogation du ministère de la Culture et du procureur de la République pour accéder au dossier. Et donc j'ai travaillé cette affaire à partir du dossier criminel, le dossier de la cour d'assises, le vrai dossier, et également à partir des comptes rendus faits par la presse locale. Tapé à la machine ou manuscrit ? Non, c'était déjà tapé à la machine. En 1953, la machine à écrire existait et donc ça a été facile pour moi de lire tous les procès-verbaux, les confrontations, les rapports d'autopsie, les rapports d'expertise. Et voilà, c'est aux archives départementales et dans la presse locale que j'ai reconstitué cette affaire. Les procès-verbaux sont en français, mais je suppose que tous ces gens-là, Fourasté, la veuve Lapierre et tous les protagonistes de cette histoire parlaient patois. Alors, effectivement, ils parlaient patois dans la vallée d'Or, car nous sommes en vallée d'Or. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la vallée d'Or, c'est cette vallée qui part de Lannemezan et qui aboutit à Saint-Lary, la station de ski. Saint-Lary, à Reinweit, et qui rejoint le tunnel, qui rejoint l'Espagne. Et donc, dans cette vallée, tout le monde parlait patois à cette époque-là, mais les gendarmes, qui souvent n'étaient pas forcément de la campagne, qui venaient de la ville, parlaient français et faisaient quelquefois des traductions. Ouais. Donc les procès-verbaux sont probablement un peu approximatifs. Voilà, un peu approximatifs, mais ils sont quand même écrits en français parce que les gendarmes, qui sont toujours des gens cultivés, transcrivaient en très bon français les déclarations faites par les accusés ou par les témoins. Alors, c'est une enquête assez longue pour l'époque. Elle a duré 22 mois. On bouclait des enquêtes en quelques jours à cette époque-là. Alors effectivement, dans les autres affaires criminelles que je traite dans mes ouvrages, les affaires durent maximum 4, 5, 6 mois. Oui. Un meurtre commis au mois de janvier passe aux assises Avant Noël. à Pâques, très très vite. Alors cette affaire a donné lieu à 22 mois d'enquête. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup de témoins. Il y a eu au moins 17 témoins qui ont été entendus lors de l'enquête préliminaire et qui ont été réentendus au cours de l'information judiciaire, les uns sur commission rogatoire par la police de Toulouse, les autres par le juge d'instruction. Comme vous l'avez rappelé, Monsieur Andelat, il y a eu une expertise psychiatrique de Madame Lapierre et de Monsieur Fourasté. Il y a eu des expertises toxicologiques. Il a fallu analyser les viscères pour retrouver la trace du gardénal. Et on l'a retrouvé. En 53, on savait trouver du gardénal dans les viscères. Tout à fait, tout à fait. L'expert ayant même dit que la dose de gardénal retrouvée permettait de penser que ce n'était pas l'absorption du gardénal qui avait causé la mort. Cette absorption de gardénal avait plongé Laran dans un très profond sommeil, ce qui, à mon sens, a facilité la tâche de Fourasté lorsqu'il lui a mis Le couvre-pied sur la tête. Le pauvre Laran était déjà dans un état de très grande faiblesse. Le procès, on a tous les détails dans votre livre de ce procès. La presse a beaucoup couvert cette affaire, parce qu'évidemment, la lessiveuse de la mort, ce titre, à lui seul, suffit à susciter tous les fantasmes, quoi. Tout à fait, tout à fait. C'est une affaire qui a eu un retentissement très important, puisque vous l'avez rappelé, plus de 20 journalistes étaient présents, non seulement les journalistes locaux, mais les journalistes de Paris. Alors, ceux qui les avaient alertés, c'est pas tellement le meurtre en soi,
parce que des homicides volontaires, ils s'en passent hélas tous les jours. Mais ce qui C'est le les contexte. c'est le contexte, c'est le dépeçage. Et l'argument de Maître Floriot et de Maître Cosette était excellent. Ils disaient quoi dans leur plaidoirie? Ils disaient, mais ce qui a troublé l'ordre public, ce qui a troublé les gens, ce qui a troublé la France, c'est le fait qu'ils aient découpé ce vieux en morceaux. Mais découper l'hareng en morceaux, qu'est-ce que c'est en droit? En droit, c'est le délit de recel de cadavres. C'est tout. Ça n'est pas un assassinat. C'est pas un assassinat et c'est puni de 2 ans de prison maximum. On ne peut pas dépecer quelqu'un de vivant. Elle était morte. À partir du moment où M. Larrand était mort, si on le découpe après, c'est pas un deuxième crime puisqu'il est mort. C'est un recel de cadavres. Alors c'est surtout ça qui avait alerté. Faire cuire dans une lessiveuse un corps humain en 1953, effectivement, c'était pas habituel. Et c'est pour cette raison que l'affaire a fait grand bruit à l'époque. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'il ne faut jamais oublier qu'elle se déroule sous fond d'alcoolisme. Au fond, les gendarmes vont chercher, et nous aussi, une logique dans ce meurtre. Et en vérité, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire que on comprend toujours pas pourquoi ils l'ont démembré. Enfin, il suffisait d'aller le pousser dans un trou. Il manque pas de trou autour d'Arro, vrai ou faux? Tout à fait, tout à fait. Effectivement, c'est pas compréhensible complètement, mais on peut apporter quelques explications. C'est vrai, comme l'avait dit Maître Floriot dans sa plaidoirie, pour abaisser un petit peu l'horreur de l'affaire, il disait c'est un crime d'ivrogne. Non, c'est pas simplement un crime d'ivrogne. Ce sont bien des ivrognes. Fourasté est un ivrogne, mais c'est aussi un crime crapuleux. Un crime crapuleux de la part de la femme Lapierre. La femme Lapierre avait envisagé d'acheter avec une de ses copines, Mais dont je n'ai pas parlé, c'est un Oui. personnage que je n'ai pas fait rentrer dans l'histoire. Basiline Pasco, c'était une amie de la femme Lapierre qui a été condamnée 80 fois pour vol à la tire et que la femme Lapierre avait rencontrée à la prison d'Auch. Et elle avait prévu avec cette Basiline Pasco, cette copine, d'acheter à Auch une boîte pour y faire une maison de tolérance. Un bordel, quoi. Un bordel, c'était le cas. Et ça coûtait 600 000 francs. Et la veuve Lapierre, la femme Lapierre plutôt, et Basiline Pasco n'avaient pas l'argent. Il fallait trouver 250 000 francs. Mais donc, pour en revenir à votre question, c'est bien un crime d'ivrogne, mais c'est aussi un crime crapuleux de la part de la femme Lapierre. Ce que les jurés de la cour d'assises n'ont pas manqué de retenir, puisque s'il y avait la preuve presque absolue que c'était bien Fourasté qui avait tué Larrand, il n'y avait aucun élément qui permettait de dire que la femme Lapierre y avait participé. Elle a peut-être aussi remonté comme une pendule, Fourasté, parce que lui, on a un peu de mal à comprendre qu'il tue ce brave Larrand, alors que lui n'en tire pas un centime, que, au contraire, à cette occasion, il perd la femme qu'il aime, je ne sais pas s'il l'aime, avec lequel, en tout cas, il partage sa vie, donc il va se retrouver tout seul, le pauvre bougre, dans cette maison. Pourquoi est-ce qu'il tue Larrand, lui? Parce que c'est bien lui qui va l'étouffer. Tout à fait. Alors, je pense qu'il faut bien connaître le personnage et la personnalité de la femme Lapierre pour comprendre que Fourasté était sous son emprise, sous sa pression. Alors, je ne sais pas si s'il l'aimait, s'il était fou d'elle, ou si simplement elle lui faisait la cuisine et elle lui achetait des chopines à boire. Je ne sais pas trop. Vous avez raison, Fourasté en soi n'avait aucune raison, aucun motif de tuer Larrand. C'est pas à lui que profitaient les 250 000 francs. Il n'était pas intéressé à l'achat de la maison. Il profitait de Larrand tous les mois, les 14 000 francs qui lui permettaient de vivre et de s'enivrer. Donc Fourasté, effectivement, n'avait pas de motif. Alors il y a un troisième personnage qui intervient, je l'ai un peu zappé, mais c'est Bikini. Parce que en vérité, au moment où Bikini meurt pendant l'enquête, le juge d'instruction a acquis la conviction qu'il a participé à la totalité de l'assassinat, à la sélection de Larrand, probablement à sa mort, et quoi qu'il en soit, à son dépeçage. Alors, le rôle de Biziguini est mal défini, puisque décédé en cours d'information judiciaire, il n'a pas pu être interrogé par le juge d'instruction, ni par les policiers de la brigade mobile de Toulouse. Donc, ce qui semble à peu près certain, et ce pourquoi il a été mis en détention provisoire, puis relâché, puis remis en prison, c'est parce que le juge avait la conviction qu'il était complice, alors peut-être pas du meurtre, mais du dépeçage. Donc, dans le meilleur des cas, Biziguini, s'il n'était pas mort, aurait été renvoyé pour complicité de recel de cadavres.
parce qu'il semblerait qu'il n'ait pas participé du tout au meurtre de Laran. Bisighini, en fait, a su que le corps était été dépecé, puisqu'il a vu la femme Lapierre tenir la jambe de Laran pendant que Fourasté sciait. Il y a assisté, il a supporté le coup, mais c'est lorsque le couvercle, le soir de la lessiveuse, s'est soulevé qu'il n'a pas pu supporter de voir ce spectacle et que sous l'emprise de l'alcool, pour une fois, l'alcool est bonne conseillère, puisqu'il est parti aussitôt à la gendarmerie pour déclarer l'affaire. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'ils échappent à la peine capitale. Effectivement, ils ont échappé à la peine capitale de justesse, uniquement parce que les magistrats, enfin les jurés plutôt, ont admis qu'il n'y avait pas eu préméditation. Alors, le Gardénal, ils sont passés par-dessus, la soude caustique, ils sont passés par-dessus, la sciure que la femme Lapierre avait volée dans une scierie pour éponger le sang, ils sont passés par-dessus. Donc, ils ont considéré que c'était un meurtre. Voilà, point. Maître Fleuriot et Maître Cosette ont estimé que la préméditation n'était pas suffisamment établie, et donc les jurés ont reconnu qu'il n'y avait pas préméditation, et auquel cas, à l'époque, sous l'empire de la loi applicable en 1953, c'était les travaux forcés à perpétuité, ce à quoi ont été condamnés les deux amants diaboliques, comme les appelaient les journalistes de l'époque. On peut même imaginer, au fond, que le président de la cour d'assises ait été impressionné par la présence de Fleuriot à ce procès. Parce que Fleuriot, c'est le Dupond-Moretti de l'époque. C'est le type qui débarque dans un procès, il obtient l'acquittement, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Maître Fleuriot, lorsqu'il rentrait dans un palais, c'était de suite... C'était une idole. Aucun effet de manche, il ne levait jamais la voix, mais il apportait les arguments. Et l'un des arguments qu'il a soulevé pour la femme Lapierre, car on est passé un petit peu vite là-dessus, la femme Lapierre avait à son crédit, si je puis dire, une quinzaine d'assassinats par empoisonnement. Tous les petits elle n'a jamais été condamnée. Elle n'a jamais été condamnée. Et donc, Maître Fleuriot disait, soit c'est pas vrai, il n'y a pas de preuves, ou si c'est vrai et qu'elle les a empoisonnés, elle avait trouvé un poison extraordinaire pour ne pas être décelée. Pourquoi n'a-t-elle pas utilisé ce poison pour tuer Laran ? C'est un joli raisonnement. Joli raisonnement, mais ça, il n'y avait que Fleuriot pour trouver des arguments comme ça. Merci beaucoup, Jean-François Fourcade, dit Coup d'Âge, d'avoir écrit ce livre, Crime en Bigorre, d'où j'ai tiré l'histoire d'aujourd'hui. Je vais regarder s'il y en a d'autres à prendre là-dedans. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.